Bienvenue dans Unophile Club. On revient sur le thème du futur congrès des notaires, le 116e, qui a pour sujet la protection. Pour évoquer ce beau sujet, on a deux invités spécialisés, en l'occurrence Maître Gilles Bonnet. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes le rapporteur général de ce congrès. Et à vos côtés, on retrouve Jean-Luc Henry, qu'on ne présente plus, et qui est chez Unophile. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. On va rentrer dans le détail concret finalement de cet enjeu de la protection, puisqu'il est organisé autour de 4 grandes commissions. La première concerne les personnes dites vulnérables. Peut-être rappeler, pour commencer, ce qu'est une personne vulnérable ? Alors, ce qu'est une personne vulnérable, on peut imaginer qu'il y a deux choses, deux situations. Une situation qui est prise en charge par la loi, c'est-à-dire la personne dont la vulnérabilité et l'incapacité juridique est reconnue, c'est-à-dire qui va bénéficier d'un régime de protection. Donc ce régime de protection, ça peut être le juge qui en est en charge, ou ça peut être aussi la personne qui, sentant la capacité arriver ou étant très prévoyante, a mis en place ce qu'on appelle un mandat de protection future qui lui permettra de désigner quelqu'un qui pourra s'occuper d'elle sur le plan patrimonial plus tard. Oui, parce que c'est ça un des enjeux, c'est que souvent cette vulnérabilité n'arrive pas, enfin ça peut arriver, mais pas toujours du jour au lendemain. Et donc ça peut être un processus. C'est à cela que répond ce mandat de protection future ? Alors, le mandat de protection future répond à une anticipation de la vulnérabilité. C'est-à-dire que la personne va prévoir cette vulnérabilité et plutôt que de se tourner vers le régime légal, qui est celui de la tutelle ou de la curatelle, qui est entièrement décidé par le juge, va se tourner plutôt vers le régime du mandat de protection future qui va permettre de conférer à cette personne des pouvoirs de gestion sur son patrimoine. C'est nouveau comme régime ? C'est nouveau, oui. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous en faites de plus en plus dans vos études ? Oui, nous en faisons de plus en plus, nous en conseillons pas mal. Mais bien évidemment, il faut bien comprendre qu'il n'y a plus le contrôle du juge, ou du moins que ce contrôle est réduit. Et donc, c'est un mandat qui suppose de faire confiance, c'est le maître mot, confiance à la personne à qui on va confier ce mandat. Jean-Luc, confiance, ça c'est un terme qui est important, notamment dans le monde financier. Quels sont justement les bons réflexes à avoir quand on met en place ce type de mandat ? Il faut vérifier la compétence de la personne. Alors, on peut avoir une confiance en une personne, mais cette personne ne va pas forcément avoir la compétence pour gérer tel ou tel patrimoine. Donc, vérifier quelle est cette compétence, vérifier qu'elle puisse éventuellement s'appuyer sur d'autres personnes pour l'accompagner, ou alors on peut peut-être simplifier, justement en anticipant, simplifier la gestion de son patrimoine de façon à ce que celui qui en prendra la responsabilité soit assez facile pour lui et qu'on puisse trouver des candidats, parce qu'il faut trouver des candidats aussi. Faire le ménage en quelque sorte de son patrimoine pour que ce soit tout plus ranger, facile oui, si vous voulez tout ranger, voilà. à gérer. Mais justement, sur la recherche et la sélection de ce candidat, si par malheur on n'a pas de personnes compétentes ou motivées ou de confiance dans son entourage, comment on fait ? On peut faire appel à des tiers professionnels ? À son notaire par exemple ? Ah non, le notaire qui reçoit le mandat ne peut pas exercer cette mission qui lui est dévolue par le mandat, bien sûr, parce qu'il y a une contrariété, dans la mesure où il a reçu l'acte, il l'a rédigé, il ne peut bien évidemment pas après assurer la suite. Mais on peut désigner tout autre tiers. Son banquier, que sais-je ? Voilà, dans la façon que ce soit le plus adapté, mais... Oui, pourquoi pas, mais il vaudrait mieux à ce moment-là peut-être désigner un avocat ou un notaire qui n'aurait pas rédigé le mandat de protection future, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Si on désigne le banquier, il peut y avoir un conflit d'intérêts. En effet. Voilà, sur la gestion des avoirs qui seraient dans son établissement. Donc, peut-être que là, il faut distinguer suivant les patrimoines, suivant les éléments de complexité du patrimoine. Soit on a affaire à un patrimoine relativement simple et quelqu'un de proche ou de la famille pourra faire l'affaire, soit c'est un patrimoine avec des aspects complexes, déplacements,
des comptes titres, de l'immobilier de rapport. Et ça nous ramène à la question de la compétence. Voilà, c'est la compétence qui compte. Confiance et compétence. Confiance et compétence. Ce sont les bons critères. Alors, à côté des personnes vulnérables, le Congrès va aborder le thème des proches. Comment, par exemple, en cas d'accident, protéger ses enfants ou comment protéger ses proches de façon plus générale. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, en général, c'est toujours aussi l'anticipation, bien évidemment. Autrement dit, c'est la question des transmissions anticipées de patrimoine, avec tous les avantages qu'on peut relever sur ce genre de transmission. Des transmissions qu'on peut faire maintenant aussi sur plusieurs générations, les transmissions dites transgénérationnelles, auxquelles malheureusement on ne pense pas assez souvent. C'est-à-dire que maintenant, on peut réunir autour d'une table 3 générations pour opérer une transmission du patrimoine et un partage. Donc ça, c'est essentiel. Et puis aussi, bien évidemment, la transmission par voie de testament. Autrement dit, donner ses dernières volontés, les exprimer, et surtout penser à aller voir son notaire pour cela. Et surtout aussi, quand on a des volontés, les dire, ne pas laisser les gens dans le flou. Il ne faut pas que ça soit implicite. Non, parce que c'est très difficile après de savoir ce qu'on a voulu. Donc il faut se garder des choses imprécises. Jean-Luc, sur cette thématique de la protection des proches, qu'est-ce que vous recommandez? Alors moi je dirais 2 choses. La première, bon, bien sûr, si on a des enfants en bas âge, bon, là il y a tout un mécanisme d'assurance qui peut venir en effet pallier une disparition prématurée, de façon à ce qu'ils puissent avoir ensuite les moyens de poursuivre leurs études. Dans ce cadre-là, il faut vérifier le contrat de protection qu'on peut avoir au travers de son employeur, de chacun des parents. Et puis alors, pour en revenir plus précisément à ce qui vient d'être dit, en ce qui concerne l'assurance vie, l'idée de pouvoir transmettre ou de préparer une transmission sur plusieurs générations avec l'accord de tous, et si dans le patrimoine il y a des contrats d'assurance vie significatifs, on peut là travailler avec le notaire la clause bénéficiaire de façon à ce que les enfants puissent éventuellement passer leur tour, voire les petits-enfants, les petits-enfants passer leur tour au profit des petits derniers, si je puis dire, qui pourraient donc, qui eux auraient besoin de liquidité. Alors, un autre point aussi peut-être en anticipation, c'est organiser en effet le patrimoine de façon à pouvoir financer les droits de succession, c'est-à-dire ne pas laisser en fait ses héritiers devoir peut-être à contre-temps vendre tel ou tel bien, mais avoir par anticipation préparé le financement des droits. Et quand les deux sujets se rejoignent, la personne vulnérable, parce qu'on vit de plus en plus vieux et parfois avec moins de facultés, et justement cette protection des proches. Est-ce que justement un mandataire peut organiser cette succession si ça n'a pas été anticipé correctement auparavant? C'est sa responsabilité? Il n'a pas cette responsabilité. La responsabilité du mandataire de protection future, c'est d'assurer en premier lieu le bien-être de la personne protégée et de s'assurer que le patrimoine pourra servir à ce but. Après, ce n'est pas sa mission essentielle. Sa mission essentielle, c'est d'abord et surtout de veiller au bien-être de la personne protégée et, tant que faire se peut, mais là nous n'avons pas encore d'exemple jurisprudentiel, de maintenir le patrimoine autant que possible. Mais bien évidemment, il doit se garder de toute opération spéculative. Le logement, c'est un beau thème également qui sera abordé lors de ce congrès. Comment protéger finalement les deux parties prenantes principales, qu'ils soient propriétaires ou locataires. C'est parfois une lutte entre les deux. Quelles sont vos réflexions à ce sujet en tant que rapporteur général? Alors peut-être que là, effectivement, c'est une illustration de la protection avec cette espèce de double facette. Si on parle de la protection du logement du locataire, alors évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que le locataire soit protégé parce que c'est son logement, parce que c'est sa résidence principale, et on sait qu'il y a une législation relativement abondante, touffue sur ce point, mais d'un autre côté, il faut aussi penser à la protection du propriétaire qui, lui, a acquis ce logement, peut-être pour un complément de retraite, qui doit toucher des loyers, et donc peut-être faut-il aussi, lui, le protéger. À vous entendre, j'ai l'impression que le propriétaire est moins protégé que le locataire. Pas forcément, mais disons que peut-être il aura peut-être plus de mal à récupérer son bien, ce qui peut peut-être le mettre dans des difficultés. Il aura peut-être besoin d'être protégé ensuite financièrement, parce que s'il lui manque un loyer,
il aura peut-être des difficultés financières. Voilà. Donc c'est cet aspect toujours relatif de la protection. Quand on protège quelqu'un, peut-être qu'on déprotège. Il y a un revers de la médaille. Voilà. Il faut toujours penser à cela dans la protection. Jean-Luc, sur ce thème du logement, c'est un thème que connaît bien Unofi, la propriété privée et l'immobilier. L'immobilier, on fait nous essentiellement de l'immobilier d'entreprise, donc et pas du tout d'habitation. Mais c'est-à-dire que je pense ce qu'il faut déterminer, et de toute façon c'est ce que demandera le juge en ce qui concerne la résidence principale comme la résidence secondaire, c'est pourquoi est-ce qu'on veut vendre, hein, si l'idée c'est de vendre, et si on décide de vendre, qu'est-ce qu'on va faire du prix de vente. Et là, il va falloir être, je dirais, assez précis sur le projet, de façon à ce que le juge, s'il est fondé, le juge donne son autorisation, puisque pour le législateur, l'habitation, ça fait partie presque de la personnalité de la personne. C'est presque, c'est protégé parce qu'on estime que la personne a ses repères dans cette habitation, et que si on doit vendre, d'ailleurs si on doit vendre l'habitation, on doit en principe indiquer ce qu'on fait des meubles bleu blanc, parce que là aussi c'est très important pour une personne conserver un certain équilibre que d'être dans un environnement familier plutôt que de se retrouver dans une chambre anonyme où on ne retrouverait pas tel ou tel tableau ou tel meuble auquel on est attaché. Donc, éviter la perte de repères. Voilà. C'est pour ça que le logement est particulièrement protégé. Voilà, pour le législateur, effectivement, la résidence principale, comme la résidence secondaire, c'est un sanctuaire. Donc c'est un sanctuaire qui est protégé. Ainsi, par exemple, le mandataire de protection future n'a pas le droit de vendre la résidence principale, pas plus que la résidence secondaire, sans l'accord du juge. En revanche, sur un immeuble de rapport, il peut le vendre seul. C'est-à-dire qu'un mandataire de protection future peut décider de vendre le logement de rapport, moyennant le prix qu'il entend, et après procéder seul au remploi des fonds. 3 opérations qui, en tutelle, sont sous le contrôle du juge des tutelles. Voilà, donc c'est pour ainsi illustrer la confiance particulière que l'on met dans la mission du mandataire de protection future. Dernier thème abordé, dernière commission, le rôle du notaire dans la recherche de protection. Ce rôle, on imagine assez aisément, a évolué en même temps qu'évolue la société. Oui, alors bien évidemment, parce que le notaire est confronté lui aussi aux questions de faiblesse, de vulnérabilité, et donc, outre le fait que bien évidemment on attend d'un notaire que les actes qu'il reçoive soient effectifs, on attend de lui un conseil, mais on attend aussi de lui qu'il y ait un consentement éclairé. Et toute la difficulté de la mission, si j'ose dire, c'est que parfois le consentement peut ne pas sembler éclairé. En fait, c'est la zone grise, donc on a un peu l'impression qu'on fonctionne avec une zone blanche, une zone noire. La zone blanche, c'est je suis capable, tout va bien. La zone noire, c'est mon incapacité est reconnue, soit parce qu'il y a un mandat de protection future qui est ouvert, soit parce que je fais l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Mais il y a l'entre-deux, où le consentement est là, sans être là, et peut-être qu'il était là, mais peut-être aussi qu'on m'a forcé, et qu'on m'a demandé de faire quelque chose. Et donc là, c'est à nous d'être très vigilants sur ce point. Et dans le cadre d'un mandat de protection future, quand est-ce qu'on le déclenche? C'est à la main de qui? Du mandataire? Alors, c'est à la main d'un médecin expert, donc qui va délivrer un certificat médical. Jean-Luc, sur cette évolution du rôle du notaire, voire des outils parce que... Alors, oui, je ne vais pas parler de l'évolution du rôle du notaire, mais en ce qui nous concerne, Unofi, mais aussi l'ensemble des sociétés financières et des sociétés d'assurance, on a maintenant un rôle de veille par rapport justement à tout ce qui pourrait être abus de faiblesse. Et donc, si on a un client qui se met à procéder à des rachats d'un montant important et dont la justification nous paraîtrait artificielle, vous alertez qui alors ? Eh bien, nous, en ce qui nous concerne, on va prendre contact avec le notaire, bien sûr, et puis on va examiner la situation pour voir si, effectivement, il n'y a pas, là, en l'occurrence, une personne dans l'ombre qui fait faire des opérations contraires à l'intérêt de la personne. Ça vous est déjà arrivé de constater ce genre de manipulation? Bien sûr, oui, mais d'où l'intérêt et d'où l'importance surtout de recevoir les personnes seules et que les personnes viennent voir leur notaire seuls
Enfin, il peut être accompagné, bien évidemment, mais après, le rendez-vous doit s'effectuer avec le notaire seul pour que la personne puisse vraiment échanger, qu'il y ait un véritable échange et que le notaire puisse éventuellement se rendre compte et poser des questions pour inviter à la confidence éventuellement, sans tomber dans la paranoïa, bien sûr, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses qui viennent perturber le raisonnement. Merci messieurs de nous avoir exposé quelques-uns des grands enjeux autour de la protection, qui sera, je le rappelle, le thème de ce 116e congrès des notaires qui aura lieu à Paris. Merci, à bientôt. Merci à vous.